Et alors du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? Donc on est une vingtaine aujourd'hui. Voilà. Répartis sur combien de pays Alors, et ouais, fuseaux horaires surtout? alors on est dans 7 pays aujourd'hui. Voilà, donc on a donc la France, bien entendu. On a notre HQ qui est à Station F aujourd'hui. En Angleterre, donc en Espagne, aux US, aux Emirates, en Serbie, en Inde également. Salut Romain, bienvenue. Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous et de prendre le temps. Tu es le cofondateur d'Advenworks, un studio de création de jeux vidéo. Et vous avez une particularité qui est que vous êtes un studio mondial. C'est-à-dire que depuis l'origine, vous vous êtes créé en décidant d'aller chercher les talents là où ils sont. Et vous l'affichez, ça fait vraiment partie de votre ADN. Sur votre site, par exemple, dans votre vidéo de présentation, vous dites que votre mission, c'est de mener la révolution du remote. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce positionnement-là? Alors, nous, on voulait déjà être différenciant par rapport aux autres studios, avoir vraiment une approche différente par rapport à voilà, tous les studios qu'on connaissait. Avec mon fondateur, on s'est rencontrés à Ubisoft, donc on venait vraiment de l'industrie vidéoludique, je dirais. Évidemment, quand on crée un studio from scratch, il faut avoir des éléments qui font que des gens vont se dire tiens, ça va être vraiment super d'aller dans ce studio. Donc nous, notre parti pris, ça a vraiment été de se dire le jeu vidéo, c'est vraiment la guerre des talents. Il faut trouver les meilleurs talents pour faire des jeux vidéo. Et tous les studios, en tout cas quand on a commencé en 2017, avaient tous à peu près la même stratégie d'aller attirer les talents dans un endroit vraiment chouette, voilà, des studios dans une capitale du jeu vidéo, que ce soit voilà, Paris, Montréal, à Londres par exemple, avec cette stratégie de se dire ok, on va faire un beau studio, on va avoir des beaux locaux, on va avoir une chouette voilà, table de ping-pong, on va proposer des Starbucks comme il y a à Ubisoft Montréal par exemple, directement aux employés. Voilà. Donc on va essayer d'attirer les gens dans cet endroit, les accompagner aussi s'ils viennent de l'étranger, leur permettre d'apprendre la langue. Voilà, donc il y a vraiment cette idée d'attirer les gens dans un même endroit et de les faire travailler. Nous, on a pris vraiment le modèle inverse. On s'est dit, ok, on va laisser les gens pouvoir travailler où ils sont voilà, organiser leur vie comme ils le souhaitent et rejoindre nos rangs en travaillant à distance. Et c'est quelque chose voilà, qu'on a mis en place pour nous différencier par rapport à d'autres studios. Et c'est aussi, je dirais, ça s'est fait de manière organique et naturelle par rapport à notre histoire. Donc avec mon associé Nicolas, quand on a commencé, on était effectivement chez Ubisoft, on a commencé à travailler ensemble et très vite, moi j'ai été muté en Angleterre pour travailler sur Watch Dogs à Newcastle. Donc on était entre la France et l'Angleterre et on a travaillé de manière assez naturelle à distance. Donc moi, après le travail, le week-end, voilà, je travaillais, Nicolas également. Et puis très vite, on a pris l'habitude de se rencontrer toujours au même moment, c'était le jeudi. Donc à distance, bien sûr. Donc le travail s'est organisé de manière assez naturelle. On a utilisé des outils assez simples, hein, finalement, qui sont accessibles à tous. Donc Slack, qui est life-saving hein, pour tout le monde, pour communiquer sur des projets. Ensuite, on a organisé nos manières de fonctionnement avec Trello également. Donc c'est des outils qui nous permettent de travailler en méthode agile avec différentes tâches. Puis d'autres personnes nous ont rejoints, donc il y a eu Aline qui était en Angleterre, puis ensuite on a trouvé des gens voilà, qui étaient aux États-Unis, puis après d'autres personnes en France. Et naturellement, on a mis en place ce modèle de fonctionnement. On a fait un premier jeu, un deuxième jeu, et on a vraiment ça nous a permis de voir que cela fonctionnait. Ensuite, dans mon histoire, il y a eu aussi, moi j'étais chez Microsoft Games, donc chez Lionhead, c'était un des plus vieux studios au UK, donc un studio de 150 personnes à peu près. Donc le jeu a été arrêté, le studio a été fermé par Microsoft. Donc j'ai vécu ce moment où le studio a fermé, donc il y a eu 150 très grands talents du jeu vidéo anglais qui se sont retrouvés en recherche d'emploi à ce moment-là. Donc moi j'étais producteur à l'époque, donc je m'occupais voilà, globalement
de la gestion de projet et d'accompagner les équipes. Et donc j'ai vraiment vu ce que c'était voilà, des talents qui cherchent du travail tous en même temps, dans un endroit assez local, puisque c'était donc à Guildford, c'est un peu la Bretagne de l'Angleterre, enfin c'est un très, très chouette coin, avec pas mal de studios de jeux vidéo, mais évidemment pas suffisamment pour l'ensemble de l'effectif d'un gros studio qui se retrouve voilà, à trouver par exemple 5 VFX artistes qui essayent de trouver un poste de VFX artiste par exemple. Et donc ces gens-là se sont retrouvés bon an mal an à aller peut-être dans des studios un peu moins, qui correspondaient un peu moins à leur attente, travailler sur des jeux peut-être qu'ils n'auraient pas forcément fait, mais juste parce que la proximité géographique était là. Et donc à ce moment-là, moi j'avais déjà, on avait déjà une équipe peut-être de 5 ou 6 personnes, on travaillait déjà en remote sur notre deuxième jeu. Et je savais déjà, en parlant avec ces gens-là, qu'il y avait vraiment de l'attente et ils auraient été vraiment très intéressés de pouvoir rester où ils étaient, trouver un bon équilibre avec leur famille et travailler dans un studio à distance. Donc ça a été aussi une autre voilà, confirmation que le modèle était le bon. Et justement, comment vous avez commencé? Parce que la première personne que tu recrutes, tu es toi avec ton cofondateur, tu lances un filet, où, comment tu fais pour aller trouver ces talents à l'étranger? Donc là, l'outil qu'on a utilisé très rapidement, ça a été LinkedIn. Donc la première découverte, c'est que sur LinkedIn, on peut donc faire des offres d'emploi. Donc on peut sélectionner une zone géographique, mais on peut également juste dire worldwide, tout simplement. Donc là, dans ce cas, évidemment, le funnel est assez grand, donc on a beaucoup de personnes qui postulent. Donc il faut effectivement filtrer les demandes, mais nous, on a été extrêmement surpris par les résultats, et très agréablement surpris par les résultats. Parce que beaucoup de candidatures? On a eu beaucoup de candidatures. Donc on a mis à jour notre manière de fonctionner. Donc notre funnel d'embauche, on fait ensuite des entretiens de manière asynchrone, en enregistrement vidéo. Donc le postulant doit répondre à un certain nombre de questions. Il a 30 secondes il découvre la question, il a 30 secondes pour répondre devant sa webcam. Il sait qu'il a 30 secondes, il est prévenu? Alors, on le prévient, bien sûr. Voilà. Donc, ça permet pour nous, ça nous permet justement c'est une étape, on va dire, juste avant l'entretien, qui nous permet évidemment de voir la communication, de voir, en fait, il y a beaucoup de choses qui passent à travers la vidéo. Ça nous permet aussi évidemment de tester, bien entendu, le niveau d'anglais, mais aussi comment la personne se présente, et puis la connexion, le matériel informatique aussi, tout simplement, parce que quand l'employé va être à distance, il faut s'assurer tout simplement qu'il sera en mesure de pouvoir travailler à distance. Et ça permet de filtrer pas mal, et aussi pour la personne de se dire ok, je vais rentrer dans une relation de travail où je vais travailler aussi à distance avec des gens, et ensuite on fait des entretiens de manière assez classique. Le pays où il y a le plus de monde? Donc la France. La France. Voilà, la France. Donc on a à peu près la moitié de nos effectifs en France, et le reste à l'étranger. Ok. Et fuseau horaire, du coup, le décalage le plus fort entre deux membres de votre équipe, c'est combien? Alors, on a donc Ashwin qui est en Inde. Donc en fait, c'est pas si loin que ça par rapport à l'Europe et la France, c'est 3 heures de décalage. Donc il commence un petit peu plus tôt, mais voilà, ça se passe très bien. Et les États-Unis, donc voilà. Côte Est ou côte Ouest? Côté Chicago, donc on est encore au milieu. Donc effectivement, le jour où on aura quelqu'un qui sera vraiment complètement en Californie et quelqu'un qui sera peut-être au Japon, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour faire nos all-zen, donc des meetings où on a absolument tout le monde. Voilà, pour l'instant, voilà, en milieu d'après-midi, on arrive à avoir absolument tout le monde. Donc voilà, alors justement, ça se passe très bien. C'est ce que je me demandais, comment vous vous organisez pour travailler tous ensemble en étant sur des pays différents, des fuseaux horaires différents? Alors, quoi vos outils? Donc nous, on utilise vraiment la méthode Scrum, la méthode agile, donc ce qui est finalement assez classique dans le software. Donc le principe, c'est que chacun définit ses tâches pour une période. Donc nous, nos sprints, alors ça dépend des projets. En général, c'est 2 semaines, puis une 3e semaine de QA. Donc globalement, on définit l'ensemble des tâches qu'on va faire.
Et donc on a des scrums, donc de manière complètement classique, on se réunit donc tous les jours et on discute autour du scrum board des tâches qui ont été faites et des tâches qui vont être faites ensuite, sauf que évidemment c'est à distance, donc on fait ça avec Discord. Donc nous on utilise l'outil. Donc Discord c'est un outil qui vient effectivement du gaming, mais au final bon, c'est très simple, c'est juste une fenêtre dans laquelle on a des channels. Où lorsqu'on va dans une channel, on est en vocal, on peut discuter directement avec toutes les personnes qui sont dans cette channel. Donc une des choses qu'on a faites très rapidement, c'est qu'on a acheté des headphones à absolument tout le monde dans la société. Donc on a tous donc un micro et un headphone voilà, bien fermé et bien étanche. Ce qui fait que même si on est en France, on est même dans la même pièce, quand on a un meeting, c'est toujours avec cet headphone et toujours dans un channel sur Discord ou sur un autre outil. Ce qui fait qu'on a la même proximité quand je parle avec Justine qui est dans le même bureau avec moi, qu'avec Ashwin qui est en Inde ou avec Esti qui est aux États-Unis. Autre chose évidemment, nous parlons toujours en anglais, donc évidemment une égalité en termes de langue. Et voilà, ça se passe de manière assez naturelle comme ça. Mais donc ça pourrait vous arriver de commencer une réunion où tu te mets dans une pièce Discord avec Justine, alors que vous êtes dans la même pièce, vous allez forcément parler en anglais pour que quelqu'un d'autre puisse vous rejoindre à tout moment et rentrer dans la conversation, c'est ça ? Oui, alors on parle toujours en anglais tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Je mets même des emojis baguettes parfois quand il y a un petit peu de français qui ressort. Voilà, mais du coup, on apprend tous, on améliore tous notre niveau d'anglais, donc déjà ça c'est positif. Et puis ça permet d'avoir voilà, d'être J'imagine que ça fait aussi partie de votre culture d'entreprise, mais totalement. Et alors justement, comment tu fais pour animer en fait ces équipes et développer une vraie culture d'entreprise et un sens d'appartenance avec des gens qui sont en remote, parce que c'est quand même, j'imagine, un peu plus compliqué qu'en physique. Je dirais, le but c'est de s'assurer que les gens travaillent vraiment sur des projets qui les passionnent avant tout, pour s'assurer que les gens soient vraiment engagés dans leur travail. Donc pour ça, il faut faire en sorte que déjà que la société travaille sur des choses excitantes. Donc nous, on a la chance dans le jeu vidéo de travailler sur des sujets qui sont vraiment passionnants. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un processus créatif qui fait que chaque personne dans le studio, quel que soit son job, ait la possibilité de proposer un projet de jeu vidéo et de travailler dessus. Donc dans notre process créatif, un jeu peut être commencé par une personne, on fait une vidéo créative et on teste le marché. Et cette vidéo créative peut être faite par toute personne, tout employé de la société. Donc évidemment, quel que soit l'emplacement géographique. Et en fonction des résultats marketing de ce projet, on va lancer un projet et voilà, la personne va pouvoir être Scrum Master, devenir voilà, chef de projet de ce projet et créer une espèce finalement une espèce de société à l'intérieur de l'entreprise pour travailler sur un projet en particulier. Donc on travaille vraiment tout le monde a la possibilité de lancer son propre projet. Donc ça, c'est assez intéressant et motivant pour tout le monde. Et j'imagine que ça doit faire des liens du coup assez forts par groupe et entre les équipes. Exactement, puisque voilà, dans le jeu vidéo, on a besoin évidemment d'un développeur, d'un artiste, d'un designer. Un jeu se fait rarement seul, même si on a quelques exemples de jeux qui se font parfois avec une personne. Et donc voilà, nos employés ont la possibilité de collaborer avec différentes personnes à travers leur expérience. Donc, voilà. Et ils ont d'autres choses qu'ils développent entre eux en particulier, justement, qui vous est assez spécifique? Alors, fait que vous êtes tellement internationaux, j'imagine qu'il y a des choses qui doivent émerger, non? Oui, tout à fait. Alors déjà, donc en dehors du travail, effectivement, déjà on a des réunions qui se sont faites de manière assez naturelle. Donc le vendredi soir, on a l'équivalent un peu d'un club, un club de lecture, on va dire. Donc globalement, on montre les jeux auxquels on a joué. Donc l'intérêt de cet outil, notamment Discord, c'est qu'on peut montrer nos écrans. Donc voilà, je peux très bien jouer directement sur mon téléphone et le montrer à toute l'équipe.
Donc tous les gens qui se connectent me voient en train de jouer, je leur dis ah ouais ce jeu j'aime bien, ça c'est chouette, j'ai bien aimé tel ou tel design à tel endroit. Donc on a vraiment un club de jeu le vendredi soir, on discute autour des choses qu'on a bien aimées et des jeux qu'on a moins aimés également. Et on passe pas mal de temps ensemble. On a également des clubs un peu internationaux qui se sont créés avec des gens qui discutent, qui s'apprennent un peu les langues entre eux. Donc voilà, on a des bons exemples. Hein. Donc voilà, côté Serbie, on a Miliane par exemple qui apprend le français en ce moment. On a également voilà, des gens qui apprennent l'espagnol également. Voilà, donc voilà, un club international de langue. Okay. Donc des petits rituels de rendez-vous quand même toutes les semaines, ouais. Au moins des gens virtuels. Et est-ce que vous avez aussi des rituels physiques ou est-ce que vous essayez d'organiser en plus quand même des moments où toute l'équipe se retrouve, par exemple tous les ans ou autre? Donc on ne l'a pas encore fait, en plus évidemment avec, voilà, avec ce qui s'est passé récemment, ça risque pas d'arriver. Mais au final, je dirais, pour nous, on est physiquement toujours ensemble, puisque effectivement notre channel représente en fait une maison. Donc c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais donc notre channel c'est donc le living room, c'est la salle de café, voilà, il y a vous avez des discussions du genre Théo, je suis dans le salon, je te rejoins. Exactement, voilà, on se donne rendez-vous à la machine à café, voilà, en 2 secondes on se retrouve ensemble. Et, donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on crée le lien et qu'on remplace voilà, ce besoin de présence physique. Après, évidemment, en France, voilà, on fait parfois des événements en physique et voilà, des petites soirées bien entendu. Mais, Alors, comment vous gérez ça d'un point de vue juridique administratif? Moi, j'ai une petite idée, évidemment, mais je pense que ce serait intéressant que tu nous racontes. Oui, alors quand on a commencé, effectivement, c'était voilà, une grande découverte. Effectivement, ça a même été un parcours du combattant au début, effectivement, quand on a eu la première personne qui était à l'étranger. Donc nous, notre but aussi, c'est d'inscrire les gens voilà, dans la pérennité de notre studio. Hein. On veut vraiment des gens qui sont vraiment engagés sur le long terme avec nous. Voilà, on a très peu de turnover chez nous, donc voilà, donc c'est vraiment extrêmement important pour nous. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir un contrat local dans le pays dans lequel la personne se situe. Donc pour ça, Bold nous a beaucoup aidé dès le premier jour. Donc ça a été un peu le casse-tête, évidemment, pour arriver à faire des contrats dans chacun des pays. Donc à chaque fois, on avait un nouveau pays à découvrir. Donc au début, on a commencé par traduire. Donc c'était des contrats de droit français qu'on traduisait dans la langue, souvent en anglais, mais parfois dans d'autres. On a commencé comme ça au début. Ensuite, on a un petit peu évolué. Globalement, ce qu'on s'est dit, c'est que dans certains pays où on va avoir un certain nombre de personnes à embaucher, la stratégie est donc d'ouvrir voilà, une entité dans ce pays pour pouvoir faire des contrats directs. Ça, on ne l'a pas encore fait, parce que globalement, on est effectivement répartis dans différents pays, puisque notre objectif est de trouver le meilleur talent où qu'il soit. Donc, ce n'est pas de se concentrer sur un endroit. Donc aujourd'hui, il y a une start-up notamment, donc je peux peut-être citer, qui s'appelle Deal, donc une licorne française, hein, une licorne française assez récemment, qui s'est concentrée sur ce problème-là, vraiment sur ce pain point. Et eux, donc, ils vont trouver des juristes dans absolument tous les pays qui sont en mesure de faire ces contrats locaux. Et du point de vue du start-upper et de l'entrepreneur, on s'occupe de donner les informations, de gérer la paie, mais Deal s'occupe de cette partie-là. Donc ça, maintenant, c'est un partenaire pour nous qui est assez essentiel et qui nous aide également vraiment beaucoup. Il y a d'autres solutions également qui existent, mais voilà, ça a beaucoup évolué maintenant. Je vois qu'ils peuvent gérer les paiements aussi. Hein. Ils peuvent centraliser et Exactement. Ensuite ventiler les paiements sur tes différents Voilà, donc ça interlocuteurs. aussi, c'est vraiment, ça sauve la vie, hein, parce que effectivement, des paiements dans les différentes currencies, c'était un autre problème sur lequel prenait personnellement beaucoup de temps. J'imagine. Et donc je les remercie. Super. Et alors, quel conseil tu donnerais à une boîte qui voudrait faire un peu comme toi? Parce qu'en plus, je pense que c'est une tendance qui va augmenter dans les années à venir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, sur ce sujet? Alors, je dirais,
ayez confiance en votre équipe avant tout. Ça sert à rien d'imaginer ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Voilà, que les gens... Tu penses quoi, genre contrôler le temps de travail des gens, voilà, ce genre de choses? Je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des peurs par rapport à ça, de se dire oui, les gens sont remote, donc je ne sais pas ce qu'il fait derrière, ou voilà. Ça, il faut vraiment se débarrasser de ça. Quand on embauche quelqu'un, il faut vraiment lui faire confiance, donc tous les jours. Mon autre conseil serait vraiment de faire en sorte de vraiment aligner donc la vision de l'entreprise et ce que fait la société et les différents projets avec les ambitions de la personne. Faire en sorte qu'il y ait vraiment un alignement pour que la personne se dise vraiment ah bah oui, je bosse vraiment sur un truc chouette, j'ai envie de me lever le matin. Donc ça, c'est la mission de l'entrepreneur, quand on crée une boîte. Donc c'est évidemment remote ou pas remote, c'est évidemment le cas, mais c'est encore plus le cas puisque voilà, la mission, c'est de faire en sorte que les gens se disent ah ouais, j'ai vraiment envie de me connecter, de me mettre sur Discord, d'aller montrer mon visage, voilà, c'est pas forcément anodin. Et pour ça, il faut que les gens faut que la mission de l'entreprise vaille le coup, que les gens se disent ah, c'est vraiment chouette de bosser sur ce projet. Donc voilà, donc c'est la mission. Que toi, en termes de temps de management, ça nécessite que justement tu ailles beaucoup chercher ses envies et ses... Exactement. Comment tu fais ça? Extrêmement à l'écoute, il faut écouter encore plus. Donc effectivement, quand on est en physique, on a tout le paraverbal, voilà, il y a énormément de choses quand quelqu'un... voilà, quand il va, ne serait-ce que quand il va prendre un café, voilà, on peut voir quand il va moins bien ou il est un peu triste ou des choses comme ça. Là, on n'a pas ça. Donc tout se passe par l'écoute. Il faut observer également, voilà, passer beaucoup plus de temps avec les gens et profondément s'intéresser aux gens et évidemment à leur travail, mais aussi également à leur vie. Voilà, il faut vraiment être très ouvert et encore plus à l'écoute, je dirais, de ses employés et de leurs aspirations pour j'imagine prendre un peu plus de temps aussi, du coup. Beaucoup plus de temps. Tu organises des points réguliers avec chacun d'eux? Alors, sur les points réguliers, donc on a des points tous les 6 mois, évidemment. Après, dans les scrums, en fait, on se parle tous les jours. Donc on a toujours une occasion de discuter. Et après, il faut se rendre disponible, il faut passer du temps, il faut être... voilà, il faut vraiment être disponible pour ça, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, toi, j'imagine que tu ne regrettes pas ton choix puisque vous continuez. Mais... Absolument pas, non, ouais. Vraiment, l'ouverture sur le monde, ça permet effectivement de découvrir énormément de choses. Et pour nous, en tout cas, dans l'industrie créative, c'est vraiment critique, puisque créer un jeu vidéo, c'est une œuvre créative qui nécessite vraiment voilà, différents points de vue et avoir des équipes mondiales, c'est vraiment une force. Et tu sens justement une différence, un enrichissement dans la création des jeux vidéo du fait qu'il y a autant de nationalités, de parcours et de cultures différentes? Oui, tout à fait. Donc le jeu vidéo, c'est vraiment un marché mondial avant tout, avec voilà, le marché américain représente à peu près 50% de nos revenus. Hein. Donc c'est difficile en tout cas c'est une autre manière de fonctionner, mais c'est difficile de se concentrer uniquement sur un seul point de vue. Et donc effectivement, on a des points de vue qui sont vraiment absolument toujours différents et ça nous enrichit énormément, quoi. Eh ben, top, voilà. Merci beaucoup parce que pour nous aussi c'était hyper enrichissant et j'espère que ça aidera des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop par où commencer et quoi faire. Donc vraiment merci beaucoup de toutes ces infos et que tu nous as transmises et que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À très bien. Je ne sais pas si on doit dire à bientôt en regardant les caméras. À bientôt.